Bonsoir, 21h08, 21h21 comme par hasard. Et aujourd'hui, nous reprenons un peu cette séquence de vidéos. Et nous avions disparu pendant quelque temps, pris par la livraison de produits très difficiles, très durs à finaliser, qui demandent beaucoup de travail. Ça va un peu mieux et puis donc on peut se permettre, je crois, de revenir pour discuter avec vous, comme d'habitude, des problèmes de gouvernance, de réforme, de modernisation, etc. Et de tout ce qui est contrôle, gouvernance de contrôle, comme les audits, le management des risques, l'audit basé sur les risques, les évaluations de politiques, projets et programmes, quoi encore, les investigations sur la fraude, la corruption, etc. Aujourd'hui, nous allons parler d'un système beaucoup plus global, je crois, qui englobe tout ça. Et c'est un peu le rôle d'un gouvernement. Et nous allons cadrer la discussion en redéfinissant, en tout cas en posant la problématique des liens entre le concept de gouvernement et l'administration publique. Et parce que nous considérons l'administration publique comme le gouvernement en action. Et donc, voilà un peu le thème d'aujourd'hui. Et nous allons poser des vieux débats, mais aussi des questions très modernes, je crois. Donc, qu'est-ce que c'est l'administration publique? Qu'est-ce que c'est le rôle d'un gouvernement? Pourquoi nous avons besoin d'un gouvernement, par exemple? Pourquoi nous avons besoin d'une administration publique, d'administrateurs? Pour protéger l'ordre, probablement. Protéger le public, pourquoi pas? Les citoyens, représenter le peuple. Oui, pourquoi pas? Et les constitutions, en général, certaines se prononcent sur tout cela. Et surtout dans l'univers latin, d'autres sont très flexibles et pour entrer dans autant de détails et ne se prononcent pas sur toutes les questions. Et donc, définissent simplement de grands principes, des objectifs que le gouvernement doit poursuivre. Et c'est une question d'environnement, d'histoire. Bon, évidemment, nous, en Afrique, nous avons essayé de répandre tout ça, les paradigmes des autres, et ça peut poser un problème. Et pour mieux rentrer dans le sujet, nous allons réfléchir un moment. Nous allons essayer de simuler, comme si nous étions en train de créer un État modèle, un nouvel État. Bon, pour les besoins, il faut bien un nom, nous allons l'appeler la République de Mathia. Bon, vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez et vous donner un autre nom. L'essentiel, ça va nous permettre de jouer le jeu. Évidemment, là, on vous invite à imaginer une situation historique et où nous devons créer un État avec un gouvernement et une administration. Pourquoi nous le ferions? De quoi avons-nous besoin? Et la réflexion commencerait par là. C'est vrai que dans les temps, vous aviez un territoire avec un roi, un prince, qui utilise la force pour regrouper d'autres petits territoires, parce qu'il est mieux armé, etc., parce qu'il est plus ambitieux. Bon, mais ici, nous partons d'une hypothèse, nous avons le territoire. Nous sommes même gâtés, et il est près des fleuves, des rivages, et de quoi d'autres avons-nous besoin? Et bon, au départ, les choses sont simples. C'est pas comme aujourd'hui, par exemple. Mais elles pourraient se complexifier. On verra pourquoi. Et par exemple, à partir d'un certain moment, on a besoin de vivre ensemble. Et donc, définir des règles communes de vie. C'est là où mes amis, les juristes, nous tous nous avons appris quand on faisait des histoires à un moment de notre vie, que l'État a le monopole de la contrainte, de la force. Et c'était utile pour cela. Définir des règles de vie communes. Nous avons besoin d'éduquer nos enfants, d'organiser la sécurité, de créer des associations, en tout cas d'encourager la création d'associations, de les encadrer, parfois on émet une législation, et donc, en tout cas d'impulser de telles initiatives, mais sur la base de règles et de valeurs communes. Donc, pour le moment, nous avons le territoire. Nous avons mis en place des règles et nous sommes dans une société, en général, dans les temps, quand les États s'est créés, des sociétés assez traditionnelles, et où il y a des leaders sociaux, comme les sages, par exemple, qui pouvaient jouer un rôle important, mais on n'a pas ce que l'on appelle aujourd'hui des administrateurs, des gestionnaires ou des managers, et la question se pose, oui, c'est bien, mais il nous faut un gouvernement. Donc, à partir de quand ce concept de gouvernement va devenir une réalité? Comment assurer la représentation des gens, des citoyens, par ces biais? Et dans les anciens temps, la tribu jouait ce rôle, les sages dont j'ai parlé, ou les personnes âgées, et les chamans,
bon, on pouvait jouer ce rôle. Il y avait également, comme je dis tout à l'heure, la guerre qui forçait les gens à s'unir et à obéir à un certain nombre de règles, en prince, en roi, etc. Et donc, évidemment, il y a d'autres hypothèses certainement que vous êtes en train d'imaginer. Et donc, mais aujourd'hui, est-ce que cela suffit pour gérer des problèmes d'éducation, de sécurité, de santé, de justice, pour coordonner? Parce que mettre les gens comme ça autour de ce qu'on appelle les États, il faut une forte coordination quelque part, il faut adhérer à des normes, donc le respect des normes, et même aujourd'hui, il faut respecter des normes internationales, c'est même aller plus loin, on parle de bonnes pratiques internationales. Et donc, suivant les enjeux, suivant les disciplines, etc. Et donc, est-ce que pour faire tout cela, nous n'aurions pas besoin d'une division du travail et des rôles? Certainement. Ça, la coordination. Donc, les choses se complexifient au fur et à mesure que notre État se développe avec les territoires, avec tout ce qu'on vient de dire. Et aujourd'hui, si on devait comparer, bon, certes, notre État-là, dont on parle, a besoin d'administrateurs. Aujourd'hui, on dirait peut-être qu'il faut des managers publics, il faut du management public, il faut de la gouvernance, il faut des évaluateurs, il faut des gens capables donc d'évaluer les politiques, les projets, les programmes publics, etc. Donc, à côté du pouvoir politique, du politicien, il y a d'autres acteurs. Et nous ferons une vidéo sur ce thème parce que c'est un grand débat aujourd'hui. Et on a l'impression que les choses sont complètement déréglées et que il y a des menaces auxquelles il faut peut-être faire face, trouver des solutions. L'administration publique, dans tous les cas, est une nécessité dans cette perspective de l'État qui sort de la tribu, une société traditionnelle. Et on est arrivé même jusqu'à dire quelqu'un comme Woodrow Wilson plutôt, qui a été chef d'État, peut-être le seul universitaire chef d'État à ma connaissance, et il disait que l'administration publique et le gouvernement en action. Et donc le gouvernement, en tant que cénacle de pouvoir, ensemble de pouvoir, à lui seul ne peut pas faire grand-chose. Il faut une administration publique. C'est un peu pour penser comme Bergson là, dans les cours de philo, on nous dit que la main, c'est le prolongement de l'outil plutôt, c'est le prolongement de la main, c'est un peu ça. L'administration publique, c'est une application détaillée, systématique de la loi, de certains principes de politique publique, etc. Entrons maintenant dans les détails. Notre État est là, qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'on attend de cet État? D'abord, je crois qu'une première attente de l'État, c'est qu'il protège les gens, les citoyens, les électeurs, les contribuables, etc. Dans leur vie, protège leurs droits et leurs propriétés, la sécurité publique, garantissent les sûretés, la sécurité nationale, protège les frontières. Une autre attente, au titre de cette protection, c'est de prendre les lois et les règlements qu'il faut. Il y en a peut-être d'autres, vous pouvez enrichir. Et donc, une deuxième attente aussi, c'est que cet État, ce gouvernement fournisse aux populations des biens et des services essentiels, de base. Par exemple, ça commence par l'air que nous respirons, et la nourriture, la santé, il y a ce que l'énergie. Je pense que, à la limite, on a besoin d'une stratégie des besoins essentiels. Et les débats sont importants. Quand dans une société, il n'y a pas de débat, c'est que cette société moribonde est peut-être en plein déclin. Et cela peut-être l'État va le régler dans le cadre d'une démocratie civilisée. Et vous pouvez compléter, ce serait très intéressant que sur YouTube par exemple, vous passiez, vous écriviez vos attentes, vos idées en bas, sur la vidéo, donc l'espace réservé à cela. Et peut-être ça me permettra de continuer la discussion avec vous. Donc cette vidéo est présente sur YouTube et sur plusieurs autres plateformes, donc sur Internet que nous gérons avec des amis. Donc voilà, donc protéger, fournir aux populations des biens et services essentiels de base, et notre rôle, promouvoir le bien-être économique, et la croissance économique. Mais aujourd'hui, on dit l'idéal c'est une croissance soutenue et durable. Évidemment, durable, ça pose des problèmes aujourd'hui avec des crises, nous avons vu ce qui est arrivé, et évidemment, dans l'histoire, vous verrez que cette histoire de
croissance est très importante. Et parfois, il y a eu des débats à un moment donné, quand il y a les crises, on s'est rendu compte que le gouvernement doit forcément intervenir. C'est toute la théorie qui tourne autour de John Maynard Keynes et consorts. Et le gouvernement aussi a ce rôle-là de répartir les rôles et la richesse, en cas de gérer de sorte qu'il y ait un développement équilibré. Et entre les capitales, l'État fédéral, les États fédérés, entre l'État central et les collectivités locales. Et là aussi, il y a un débat. Est-ce qu'on le fait bien? Est-ce qu'on le fait bien? C'est un grand débat, mais c'est un devoir de l'État. Promouvoir une croissance économique, c'est pas promouvoir une croissance économique globale avec un chiffre comme ça, non, c'est faire une croissance, comme on dit, inclusive et répartie. Autre obligation pour l'État, c'est de promouvoir la qualité de la vie. Je vois même qu'un pays comme Dubaï allait très, très loin dans ça. Ils ont créé des ministères. L'un des ministères s'occupe du bonheur, un ministère du bonheur. Et donc, vous voyez, promouvoir la qualité et les opportunités. Je pense que le rôle central de l'État, de mon point de vue, c'est surtout ça. Et donner aux gens les moyens d'exercer, de faire preuve, d'utiliser leurs propres capacités, leurs propres talents, leur donner des opportunités collectives et personnelles. Finalement, créer des citoyens responsables qui font, pas l'État qui fait à la place des autres, sauf évidemment dans des situations de crise ou exceptionnelles, où seul l'État a les moyens de le faire. Mais d'une manière générale, l'idéal, c'est d'arriver à une société libre. Et une société libre, c'est une société éduquée, et c'est une société appuyée par l'État central, et qui leur donne les moyens d'agir, par exemple des prêts aux PME, aux hommes d'affaires, etc. Et c'est également une action sur la culture pour changer les mentalités. Et il y a certainement d'autres mesures que vous pourriez ajouter dans chacune des parties et que je vous ai présentées ici. Et il y a également protéger l'environnement. Et c'est très important aujourd'hui, et c'est un débat international. Et apparemment, il y a des gens qui ne sont pas prêts à mettre beaucoup d'argent dans ça. Mais toujours est-il que c'est un point crucial qui émerge à partir des années 70, peut-être même avant. Et il faut une croissance économique, mais une croissance économique équilibrée, soutenue, et donc qui se soucie de certaines conséquences à moyen et long terme. Et donc l'air, c'est important parce que cela a des impacts sur la santé, et l'équité intergénérationnelle. Oui, attention, on peut imposer aux générations futures à payer les dettes de leurs parents. Est-ce que c'est normal ou il faut aller? Et on verra qu'il y a de nouveaux rôles aussi. Et de nouveaux rôles aujourd'hui en matière de gouvernance démocratique, etc., de nouveaux managements publics, de gestion du changement, de leadership de crise, etc. Et donc, promouvoir l'avancée scientifique et technologique. Aujourd'hui, je pense que la compétition est très importante sur ce créneau. Les technologies ont changé le monde. Ils sont en train de changer la démocratie. Sans elles, peut-être que la démocratie aurait été plus difficile aujourd'hui. Et il y a des avancées scientifiques et technologiques qui sont des leviers de progrès pour l'humanité. Et oui, c'est une priorité. Bon, les gens peuvent dire non, mais écoute, ça coûte cher, nous n'en sommes pas encore là. C'est des choses qu'on vous dit souvent. Et il faut plutôt manger. Et ventre qui a faim n'a point d'oreille, etc. Mais il faut des sacrifices à toutes choses. Et je crois que dans les vidéos sur YouTube et consorts, vous trouvez la vidéo que nous avons tournée sur la loi du sacrifice de John Maxwell, et la loi du couvercle, donc la loi de l'héritage, etc. Je pense que cela fait partie des valeurs, des objectifs, des ambitions d'un grand leadership transformationnel et puis d'un État. Si l'État a le leader ou les leaders qu'il faut. Et évidemment, cet objectif, promouvoir l'avancée scientifique et technologique, nous met au cœur de la compétition internationale. C'est une compétition entre pays, au sein des pays, entre les individus. Évidemment, il y a toute une nouvelle théorie qui condamne cette compétition acharnée. On y reviendra dans d'autres vidéos. Et il y a de nouvelles théories qui montrent que de façon la technologie est le vrai vecteur de la transformation. Aujourd'hui, on parle des organisations exponentielles, un concept très intéressant, peut-être qu'on y reviendra. On parle de la société d'abondance, introduite par la digitalisation, de partage, etc. Et qui va faire cela?
L'État ou bien les individus du secteur privé vous aident? Comment? C'est une question importante à laquelle il faut répondre. Et ce qui est sûr, c'est que les impulsions du secteur privé créent de nouvelles révolutions techniques. Et à la limite, on peut se demander si les changements de la société ne sont pas plutôt dus. Et il y a des exceptions, mais d'une manière générale, en tout cas dans les sociétés libérales démocratiques, et au rôle joué par le secteur privé, et qui a été, ou les individus dynamiques qui ont été à l'origine des révolutions techniques, énergétiques, digitales, des choses qu'un gouvernement ne réalise pas toujours de manière efficace, parce qu'il y a la bureaucratie, parfois il y a le gaspillage, et il y a des problèmes d'efficacité, d'efficience. Et évidemment, cela pose aussi des problèmes d'équité, de démocratisation. Je pense qu'avec les nouvelles technologies, quand même, l'humanité crée, il y a beaucoup de progrès. L'accès, en tout cas, si je prends le mobile, l'accès au mobile, et même dans les villages les plus reculés et d'Afrique, le mobile est présent. Et il y a une dame qui vend des mobiles qui me dit que certaines de ses commandes proviennent des bergers qui en ont besoin pour communiquer entre eux, surveiller leur troupeau. C'est étonnant. C'est des bergers de zones rurales, mais c'est vital pour eux. C'est vital pour eux. Et c'est vital aussi pour les pères de famille qui ont nos fils à l'étranger ou dans la capitale qui ont besoin de communiquer. C'est que même dans les villages aujourd'hui, vous trouvez cela. Donc il y a une certaine forme d'équité. C'est pas encore peut-être cher pour certains. Donc voilà un peu évidemment cette intervention de l'État. Il y a beaucoup de problèmes très intéressants que vous pouvez voir dans d'autres vidéos ou dans nos différentes plateformes de formation qui sont en ligne, auxquelles vous pouvez accéder, et donc sur tout un débat sur l'intervention de l'État, le secret, la confidentialité, etc., et la transparence, l'intégrité. C'est des choses qui sont dans le contenu de nos communications, de nos formations, et je pense que tout ça c'est lié. Donc, avec un peu de recul, en regardant cette vidéo, peut-être vous pourrez essayer de faire cet exercice. Essayer de compléter, et donc d'ajouter d'autres rôles, de dresser la liste de vos priorités. Et je serais très heureux de les avoir inscrits en bas sous la vidéo. Ça me permettrait d'améliorer tout ça, d'exploiter. Donc vous voyez, j'ai attiré votre attention sur ces différents rôles. Le rôle de protection, le rôle de fournir aux populations les biens et les services essentiels de base en quantité et qualité appropriée, et donc la nécessité, le rôle qui consiste à promouvoir une croissance économique soutenue et durable, aujourd'hui on dirait inclusive, et à promouvoir la qualité de la vie, les opportunités personnelles, etc. Et quoi encore, protéger l'environnement, et peut-être de nouveaux rôles dont on peut discuter et qui font déjà l'objet de vidéos. Par exemple, sur la gouvernance, vous avez une vidéo sur la gouvernance de proximité, et sur le nouveau management public, je crois aussi que vous avez des vidéos sur nos différentiels, notamment sur YouTube. Et promouvoir l'avancée scientifique et technologique. Et donc, évidemment, dans chacune de ces rubriques économiques, vous pouvez mettre beaucoup de choses, l'agriculture, l'entrepreneuriat, etc. Donc, je serais très heureux de vous voir compléter cette liste et peut-être d'améliorer cette vidéo et toutes les formations qui tournent autour de ça pour les autres auditeurs, les autres donc qui nous regardent sur différentes plateformes, qui suivent nos formations. Évidemment, aujourd'hui, nous avons comment l'État est né, les rôles qu'on lui donne, les débats qu'il y a. Mais de nouveaux débats ont surgi parce qu'il y a de nouveaux risques et dangers. Premier danger, l'État actuel, on a l'impression d'une sorte d'incertitude parce que le pouvoir est vraiment recherché par une pluralité d'acteurs. Vous avez les acteurs, les élites traditionnelles, et qu'il s'agisse du pouvoir politique ou du pouvoir technocratique, de management, etc. Vous avez les nouveaux acteurs comme les populistes, et ce que certains appellent des démagogues, et qui remettent en cause le système, qui critiquent de façon acerbe parfois l'élite en place, et qui savent profiter des avatars du système, par exemple des inconvénients de la globalisation, par exemple de l'accaparement du capital, parfois très exagéré, et des richesses, quand vous avez je sais combien d'hommes, 1%, je crois, qui contrôlent presque la totalité de la richesse de l'humanité. Ça n'a aucun sens, mais c'est ça. Mais ces démagogues aussi, c'est peut-être un danger.
Et parce qu'ils savent très bien critiquer, mais ils n'ont pas de programme articulé. Et ils n'ont pas de programme. Et peut-être ce sont des gens pour qui l'idée que nous avons émise au départ, que l'administration publique est le prolongement de l'État, du gouvernement, je suis pas sûr qu'ils croient à ça. Et il y a beaucoup d'exemples dans beaucoup de pays qui montrent une fois qu'ils sont au pouvoir, ils sont pires. Et donc voilà. Et ces risques-là pèsent aujourd'hui. Il y a un intéressant article paru dans le Journal Times, What History Teaches Us About Demagogues like Donald Trump. Évidemment, je pense qu'il parle des gens plutôt autour de Donald Trump. Et le risque, c'est des manipulations. Et ce sont des gens qui vendent des solutions très simplistes. Et dans des situations où les choses ne marchent pas, et les gens sont tentés d'acheter les solutions simples. Quelqu'un qui a faim, qui veut sortir de la pauvreté, c'est pas quelqu'un qui l'a mis dans cette situation qui pourra lui passer un bon message. Ça fait, donc le démagogue peut s'engouffrer par ça. Et la tentation d'acheter les propos du démagogue, c'est une menace sur l'État moderne. Parce que, en fait, si la compétence manque, il y a un problème. C'est un risque pour la démocratie aussi. Parce que il est difficile de consolider la démocratie avec des démagogues qui promettent des changements et sans dire aux gens que ces changements nécessitent des sacrifices, des efforts. Ils préfèrent nous raconter des histoires uniquement pour avoir leur droit, par exemple. Souvent d'ailleurs, c'est des grands orateurs, et ce qui fait peut-être qu'il leur permet d'atteindre les masses. Et cet environnement de démagogie, on le voit dans plusieurs pays aujourd'hui et à travers le monde. Et c'est une critique aussi contre les élites actuelles. Et donc, évidemment, si vous êtes dans un environnement où l'État, où les citoyens ont une intégrité très faible, et où les gens aiment la facilité, et ils veulent obtenir des gains, des faveurs sans sacrifice, et sans effort, et sans rendre compte, etc. Évidemment, le démagogue pour qui la fin justifie les moyens, Allah a un canal approprié pour s'engouffrer. Et dans les gens à la recherche de solutions simplistes, incapables de résister à la tentation des solutions simplistes, vont acheter. Et aujourd'hui, nous avons des alternances comme ça dans plusieurs pays. Certains même, ça se sont terminés en dictature. Et donc, c'est vrai que si cela existe, c'est qu'il y a le déclin de l'État et qu'il y a aussi le déclin des élites. Les élites se sont affranchies de leurs propres obligations et on comprend pourquoi leur pouvoir est décrié. Et souvent, ils gèrent pour leurs propres intérêts, pour le CAC 40, comme disent certains. Et évidemment, les démagogues vont s'engouffrer dans cette brèche et en exploitant le désenchantement croissant des citoyens frustrés et le désenchantement croissant d'une partie de l'électorat qui disent que la politique ça vaut rien, les politiques ne sont pas, etc. Évidemment, la nature a horreur des villes. Quand les élites, il y a aussi le fait que les élites ne sont vraiment pas souvent impliquées dans la politique. La nature a horreur du vide. Hein? Et évidemment, quand les gens, les démagogues aussi, donc, vont combler ce vide-là. Donc, lorsque le gouvernement, les partis politiques, les politiciens deviennent incapables de rester en phase avec les besoins des citoyens, la démagogie a de beaux jours. Hein? A de beaux jours devant elle. Un problème aujourd'hui, donc, serait, pour faire face à une démocratie éthique, des gouvernements attentifs aux besoins des élites, beaucoup plus humbles, beaucoup plus à l'écoute, soucieux d'apprendre des autres, non à goûter à leurs principes et connaissances. C'est un défaut des technocrates, hein, comme nous avons appris tellement de choses que nous considérons comme vraies, et peut-être qu'ils ne sont pas très vraies de l'autre côté. Et donc, cet équilibre, cette recherche de connaissances mutuelles, de communication mutuelle, je pense que c'est un enjeu important. Et il y a l'affaiblissement aussi des contrôles mutuels, de l'autocontrôle, de la séparation des pouvoirs, car cela n'existe plus dans une société. Évidemment, les dictateurs, les dirigeants autoritaires qui font ça pensent gagner.
Mais ils sont en train de préparer le pouvoir, le lit du pouvoir aux démagogues. Et donc, c'est le cas aussi lorsque les citoyens ne s'impliquent pas. Les journalistes ne jouent pas leur vrai rôle. Les groupes de pression ne s'impliquent pas pour analyser, pour proposer des alternatives de pensée et pour diffuser, contribuer à l'émancipation, dénoncer les violations. Et c'est évidemment là, ça ouvre également, c'est une autre brèche. Pour l'affaiblissement de l'État, pour l'affaiblissement de la technocratie, etc. Et lorsque les technocrates eux-mêmes deviennent des démagogues, ça devient plus compliqué. Et donc, quand les élites donc fuient leurs responsabilités à l'égard de la politique, évidemment, d'autres politiciens, parfois moins brillants, des médiocres, prennent la place. La nature a horreur du vide. Et donc, si nouveau risque de l'État, c'est cette impuissance également à faire face aux désastres, aux calamités naturelles, sanitaires. Je crois que l'exemple récent de Corona a été une grande leçon. Et c'est paradoxal, au moment où l'on parle de management des risques, et surtout dans le secteur privé, et au niveau des États, c'est quasiment une discipline nouvelle, évidemment, sauf peut-être des États exceptionnels comme aux États-Unis, même là, malgré toute la construction théorique sur le management des risques, on a vu que tous les problèmes qu'ils ont avec Corona, et avec également les ouragans comme Katrina. Et donc, c'est pareil. Au terme de cette exploration dans le débat, je pense que, êtes-vous d'accord sur les citations suivantes? L'administration publique, c'est le gouvernement en action. Et sans une bonne administration, un gouvernement n'agit pas. Ou s'il agit, il agit mal. Ou s'il agit, il devient sourd aux attentes des gens, il devient sourd aux avis d'experts, etc. Et c'est l'outil qui fait qu'un gouvernement existe et fonctionne. Évidemment, avec toute la théorie sur la démagogie dont je viens de vous parler, vous pouvez dire, mais c'est peut-être pas aussi vrai que cela aujourd'hui. Gouvernement en action, êtes-vous d'accord? Et comment nous allons reformuler ça si on tient compte des critiques dont je viens de parler? Et avez-vous le sentiment que les politiques, les administrateurs de notre pays, de votre pays, de notre continent ne comprennent ainsi, ou bien du monde même? Et c'est un grand débat aujourd'hui. Et c'est un grand débat. Et vous avez même parmi les intellectuels, les élites traditionnellement de la classe aisée, qui sont en train de revendiquer une rupture avec ce genre de système. Malgré leurs études dans des grandes écoles, de très bonnes écoles, tout ça. Et si vous rentrez dans YouTube, vous voyez leur site, leurs vidéos, etc. Très intéressant, des gens très brillants qui ont dit que ce système est à revoir. Et donc, l'autre aspect, c'est que tout ça, donc, n'est peut-être pas facile à gérer, pas si simple que ça. Si la population, donc, augmente, si les différences, les particularités entre les gens augmentent, si la société se complexifie, il y a forcément des difficultés. Et en général, c'est un paradoxe aussi. Et quand il y a des problèmes, on fait appel à l'État. Quand il y a des problèmes aussi, au sens de dysfonctionnement, c'est l'État concrétique. Et quand ça ne marche pas. Et par exemple, il y a une très belle histoire des pompiers aux États-Unis. Et donc, pour les gens qui se souviennent donc, de la chute des deux tours, là, les Twin Towers, il y a des cas pratiques merveilleux sur ça. C'est très intéressant pour les hauts fonctionnaires et en tout cas les étudiants en administration publique. Et voilà un peu ce que je voulais dire. Je pourrais peut-être y ajouter que il y a derrière tout ça, comme d'habitude, il y a un problème de leadership, comme dit John Maxwell. Tout revient au leadership, tout part du leadership, tout revient au leadership. Et effectivement, certaines faiblesses peuvent être récupérées. Et toute la problématique aujourd'hui, c'est comment reconstruire certaines choses dont nous prenons l'État, comment limiter la démagogie, etc. Un débat aussi, c'est qu'en Afrique, par exemple, on peut avoir l'impression que le politique n'est pas dans cette trajectoire de la réflexion approfondie sur les questions dont je viens de parler. Et on peut avoir l'impression aussi que beaucoup de citoyens
et sont mal informés et évidemment peuvent être donc manipulés par les démagogues, comme je viens de le dire. Et autre question, voilà donc pour conclure, autre question. Et avez-vous le sentiment que vos gouvernements fonctionnent bien, comme nous l'avons décrit, ou sont menacés par les risques dont nous venons parler? Vous pouvez continuer la réflexion et recenser les domaines où il existe des difficultés, des opportunités. Comment pourrait-on remédier à cela? Comment construire une stratégie dans un tel environnement? Et je suis à votre disposition, non seulement ces vidéos, mais aussi pour un message direct, questions-réponses, sur une plateforme que je possède qui sert à ça, entre autres, et donc organiser de telles séances, rediscuter de tout ça si vous voulez. Mais en ce moment, c'est vous qui posiez des questions. Je pense que dans les semaines à venir, je mettrai un peu ces liens, questions-réponses, et que vous pourrez accéder sur mes différents sites. Je les mettrai ici en bas sous cette vidéo, et peut-être que nous pourrons continuer. Là, ce sera à vous de poser des questions. Voilà donc comment faire, comment construire une stratégie dans un tel environnement. Voilà donc quelque chose qui me paraît important, dont je voulais discuter avec vous. Bon, je m'appelle Abdoukarim Gueye, je suis beaucoup plus connu comme consultant en sciences administratives, en gouvernance, en management public, transformation, tout ce qui est gouvernance de contrôle, les audits internes, le management des risques, tout ça c'est lié. Les investigations, la détection des fautes, des abus et des gaspillages, la lutte contre la corruption, et puis les évaluations de petits projets économiques. Bon, je dois dire d'ailleurs que je suis membre à vie de la Société internationale de management des risques et de compliance. Donc, je suis très à l'aise avec cette question. Donc, si vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard, n'oubliez pas de cliquer un peu sur la cloche qui est en bas pour recevoir des informations sur les prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de nous encourager. Nous allons continuer ce travail. Je pense que ce travail utile socialement et pour tout le monde. Et il faut que les gens qui sont au courant de ces choses, qui ont vécu, partagent avec les autres. Évidemment, en tant que consultant, nous faisons des études beaucoup plus approfondies pour les clients et consorts. Et donc, mais n'hésitons pas à mettre une bonne partie de ces informations à votre disposition. Et pour approfondir, peut-être dans le débat que nous pourrions faire, questions-réponses, que fait un gouvernement, définir l'administration publique, l'environnement. Nous avons des programmes de formation en ligne sur ça, mais on peut le faire déjà. Et sur ce questions-réponses, ça nous permet les privatisations, tout ça c'est lié. Et les enjeux, les réformes, la gouvernance entrepreneuriale, etc. Et donc voilà, c'est avec la permission du site, qui est en réalité un de nos sites dans notre groupe, et que nous avons eu l'honneur de vous présenter cela. Abonnez-vous à cette chaîne et aidez-nous à améliorer. Nous avons beaucoup de vidéos à mettre ensemble. Et nous sommes ensemble. Merci de votre écoute et j'espère que vous allez nous rejoindre. Ok, bonne soirée, à bientôt.